We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Bonsoir à tous, bienvenue sur GITV, une heure d'émission sur l'implantologie en direct depuis nos studios de Nice. Bonsoir à tous, une émission assez intime et intimiste ce soir puisque je suis en tête-à-tête avec vous bien sûr et avec Anna aussi. Bonsoir Anna. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Vous le savez que Anna va rendre l'émission interactive. Vous pouvez lui poser des questions sur le chat. Elle se fera un plaisir de les recenser et de me les communiquer au fur et à mesure de ma présentation, de manière à ce que, si vous avez des questions, des interrogations, qu'on puisse faire naître le débat. L'utilisation du chat, vous la connaissez, je vous la rappelle en quelques minutes. Il suffit tout simplement de vous connecter, de mettre votre pseudo dans la petite boîte et une fois que vous validez, vous avez accès à l'ensemble des posts qui ont été postés durant ce live. Bonsoir déjà à Belaïd, à DZ, à Guy, à Jeannot, à Klaus, à Nicolas T, à Panoramix. Voilà, vous êtes les bienvenus et je suis sûr qu'on va normalement passer une heure d'émission assez tranquille. Comprendre la CFAO, c'est le thème de l'émission. Ça pourrait aussi s'appeler le flux numérique en implantologie, de manière assez modeste parce que c'est une discipline assez nouvelle, même si elle est quand même ancienne, mais la technologie est véritablement efficace que depuis quelques temps. Donc on va en parler, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais et les raisons pour lesquelles je vous parle de cette thématique ce soir. Et puis on terminera par les news Génération Implant, comme à chaque fois. On parlera formation, on parlera un petit peu d'EPC, quelques articles aussi publiés par les formateurs Génération Implant, notamment dans le fil dentaire. Bref, une émission assez classique, assez tranquille, sans invité. Et je suis bien content de vous parler pendant une heure. Ça faisait assez longtemps que ce n'était pas arrivé. Une émission rien que pour moi. Alors, on attaque avec cette CFAO. Là, vous avez en photo un modèle imprimé à partir d'une imprimante 3D. Et derrière, vous avez un bridge aussi qui a été imprimé, un bridge provisoire sur un plan. Et là, vous avez les enjeux, les clés, la réflexion. Moi, ça fait peu de temps, alors ça fait longtemps qu'on utilise du numérique. On va parler des cônes BIM très rapidement, des guides chirurgicaux, des piliers anatomiques. Mais véritablement, la numérisation, l'usinage, ça fait peu de temps et je m'y suis fortement intéressé suite à l'IDS. L'IDS, c'était il y a maintenant un an, bientôt un peu plus, oui, 1 an et demi. Et on s'est bien rendu compte, ça veillait, ça grondait, mais on s'est bien rendu compte. Et je me suis bien rendu compte à l'issue de cette IDS qu'il y avait un vrai tournant, que ça y est, on y était, le numérique explosait. Les laboratoires simplement d'implants, les stands de laboratoires d'implants paraissaient un peu pâles à côté de tous ces stands où vous aviez des caméras d'empreinte, des machines à usiner. Et on voit vraiment un véritable engouement autour de cette discipline. Ce qui est très intéressant aussi grâce à la CFAO et au numérique, c'est que ça y est, les dentistes et les prothésistes se recommuniquent à nouveau, se remettent à parler parce que certains dentistes font un peu le travail des prothésistes ou en tous les cas s'intéressent au travail des prothésistes. On aura bien sûr toujours évidemment besoin de ces prothésistes, mais du coup on s'intéresse un peu plus à leur travail, à leur technologie et on va pouvoir beaucoup plus échanger grâce à ce numérique. On va pouvoir aussi délocaliser le travail, on va pouvoir changer nos habitudes, peut-être gagner un petit peu en coût de production, peut-être en qualité aussi, tout ça on va en discuter. Alors où en sommes-nous aujourd'hui en 2014 avec ce numérique? Qu'est-il possible de faire avec ce numérique de manière précise ou non en implantologie? Eh bien, je vous propose d'y répondre en parcourant ces thématiques, l'imagerie diagnostique, les guides chirurgicaux, les piliers anatomiques, la numérisation et la conception et la fabrication des suprastructures. Alors, très rapidement, pour démarrer, la radiologie numérique et notamment le cône BIM, ça a quand même révolutionné nos activités. Ça y est, beaucoup d'implantologues a fortiori, mais aussi beaucoup de cabinets commencent à s'équiper. C'est extrêmement intéressant aussi dans les diagnostics en endodontie, lorsque vous avez la recherche d'un 4e canal, parce que les images sont de plus en plus précises. On fait d'ailleurs avec Génération Implant des formations sur les cônes BIM pour que vous puissiez coter ces radios dans le cadre de la CCAM et de la nouvelle nomenclature qui arrive.
Ce qui est sûr, c'est que moi, pour ma part, et notamment dans la pratique et dans la gestion des sinus et des comblements de sinus, ça a été une véritable avancée. Premier élément très intéressant, et encore une fois assez succinctement et rapidement, l'identification et la gestion des septa osseux intrasinusiens. Vous voyez des exemples de vue chirurgicale de ces septa. Si vous avez pu les identifier avant, bien évidemment que vous allez mieux les gérer. On voit très bien les différentes façons de voir ces septa. À gauche, des reconstructions panoramiques sur cone beam. Ici, une reconstruction panoramique numérique classique. Et ici, une coupe coronale. Et vous voyez que la coupe coronale n'est pas toujours la meilleure image pour pouvoir voir ces septa et les identifier. Ici, la corrélation entre le septum ici, qui a une forme assez ourlée, ici une forme un peu plus pointue, et les images radiographiques grâce à la numérisation et au cone beam où vous avez ici l'image très très claire de ces septa. De l'autre côté, puisque c'était un patient qui avait énormément de septa, on voit ici les images, un septum qui va cloisonner presque complètement le sinus en deux parties. Dernière image radiologique, une cloison presque aussi la entière du sinus de part et d'autre. Et vous avez les vidéos de ces cas cliniques sur Génération Implant sur GITV. Vous pouvez aller les consulter bien sûr de manière complètement gratuite. Et vous avez la manière dont on a pu gérer ce septum intrasinusien. Autre élément très intéressant, l'artère antrale. Il est assez facile de l'identifier sur des cone beam. Et quand on n'avait pas ces cone beam, quand on ne pouvait pas jouer comme ici sur la reconstruction panoramique, vous voyez que là on s'est amusé à clairement faire passer la courbe de reconstruction panoramique le long de l'artère antrale et on la voit comme ça ainsi dessinée sur toute la longueur du sinus. Et là, vous avez l'image post-opératoire après comblement avec la petite hémorragie post-opératoire qui s'est formée. Là aussi, dans le contrôle post-opératoire de nos chirurgies, les cone beam sont un élément extrêmement intéressant. Les différents trajets de l'artère alvéolo-antrale, les voici, intrasinusien, intraosseux ou plutôt extrasinusien. Mais je vous renvoie aux formations sur les comblements de sinus que vous pourrez retrouver sur le site. Et puis là, vous avez la dissection piézo-chirurgicale de cette artère. Les obstacles aussi à l'ostium, c'est quelque chose de très intéressant, notamment la patte dentaire, comme on le voit ici très légèrement sur cette radio panoramique. Et lorsque l'on fait le cone beam, vous voyez qu'il est très intéressant aussi d'avoir des grands champs, en tous les cas des champs suffisants pour pouvoir voir la liberté de l'ostium, parce que si vous avez des cone beam qui s'arrêtent à ce niveau-là du sinus, vous avez l'impression que le sinus est parfaitement sain, que tout va bien, que vous avez le feu vert. Sauf que si vous faites un comblement de sinus dans ces conditions, vous allez créer une inflammation de la membrane sinusienne associée à cette patte ici au niveau du méa moyen et de l'ostium maxillaire. Vous pouvez créer une sinusite et un échec de votre chirurgie. Et là, vous voyez le traitement de ce type de pathologie avec une méatotomie moyenne et la suppression du méa moyen et la pose d'un implant court dans ce cas parce que la patiente, on était en expertise, refusait qu'on lui touche le sinus. Dernier exemple, c'est le mucocèle. Je ne vais pas revenir dessus parce que Georges Coury l'a excessivement bien traité lors d'une précédente émission. Toujours est-il que vous pouvez le gérer soit en aspirant, soit en le disséquant comme il nous l'avait montré. Et on voit là un cas avec une aspiration où le mucocèle a été aspiré et il n'est pas remplacé, mais en tous les cas, on a l'impression qu'il est remplacé par le comblement de sinus. Donc voilà un très rapide rappel. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ce cone beam. Mais je pense que lorsque vous commencez à faire la chirurgie avancée en implantologie, des cas d'édenté complet, des cas de comblement de sinus, c'est vraiment un outil indispensable. Et c'est un outil surtout qui va vous faire progresser énormément, notamment lorsque vous allez faire des contrôles post-opératoires. Il n'est pas question d'aller irradier ces patients tous azimuts, mais de temps en temps, de manière très spécifique, faire un contrôle post-opératoire, c'est quelque chose d'intéressant. Les guides chirurgicaux. Alors, il y a différentes techniques de fabrication, d'impression de ces guides chirurgicaux. Là, vous avez un modelage par polymérisation UV sélective d'un mélange de cire et de résine qui est un liquide photosensible contenu dans une cuve. C'est généralement des techniques aussi stéréolithographiques. Le principe de ces guides, il est extrêmement intéressant. Et pour bien les utiliser, normalement, on doit toujours commencer dans notre flux numérique
par le guide radiologique. Ce guide radiologique, vous pouvez le réaliser en sulfate de barium, je ne vais pas revenir là-dessus non plus. Et une fois que vous avez votre guide radiologique, vous allez faire votre cone beam au format DICOM, et là plusieurs solutions. Soit vous avez un système intégré, on peut par exemple citer le Sirona C4, où à l'intérieur de votre logiciel qui a réalisé l'acquisition, vous allez pouvoir insérer vos petits implants et faire vos planifications. Vous pouvez utiliser aussi d'autres systèmes comme par exemple le système Simplant de Materialize Downsply, où là vous pouvez importer n'importe quel cone beam à partir d'un fichier DICOM. Et là vous voyez qu'on commence à parler déjà de normes de fichiers, d'extension de fichiers, DICOM, STL. Et ce fichier DICOM, une fois qu'il est intégré au logiciel, il faut bien évidemment acheter une licence. Vous allez pouvoir faire des planifications et vous ne commandez et vous ne payez votre guide que si vous le commandez. Donc il y a déjà un intérêt dans la planification et puis il y a aussi un intérêt dans la commande d'un guide. La planification ayant comme objectif, un objectif aussi intellectuel de préparer au mieux sa chirurgie en amont. Alors quand on voit la précision de ce type de guide, elle est assez redoutable. Ça c'est un cas assez ancien, il doit avoir 7 ou 8 ans, il faudrait que je puisse reconvoquer le patient. C'était un cas flapless, on avait décidé de poser 5 implants, peut-être que 1 ou 2 de moins était possible aussi, mais voilà, on a utilisé donc le guide uniquement cette fois-ci pour la réalisation du forage, mais on peut aller encore plus loin et on peut l'associer pour la mise en place de l'implant, que ça soit en appui osseux comme on le voit ici ou en appui muqueux. Plus vous allez utiliser de procédures pour la mise en place de votre implant au travers du guide, donc allant jusqu'à la pose de l'implant, plus vous allez être précis dans le positionnement. Et là, le fantasme et la réalité de tout à chacun, c'est de pouvoir réaliser en amont des prothèses avant la pose des implants. Je ne suis pas fan de cette technique. Pourquoi je ne suis pas fan? Parce que je trouve cette technique extrêmement contraignante. Il y a de fortes chances dans peu de temps qu'on utilise au sein du cabinet quasiment de manière systématique des guides sur tous les patients. Ça a plusieurs intérêts. Un, d'être extrêmement précis dans son positionnement. Deux, il y a un intérêt sans doute marketing, mais aussi de sécurité pour le patient. Si vous commencez à faire ça, quoi qu'on dise, le fait de prévoir ces implants en amont, le fait d'utiliser les culots, de venir ici positionner les drivers en amont, ça complique un petit peu la chirurgie et surtout, ça diminue fortement, potentiellement, la stabilité primaire de votre implant. Alors, il y a une courbe d'apprentissage, mais j'ai pu vraiment l'observer, c'est plus difficile d'avoir une très bonne stabilité primaire, surtout comme moi, on utilise des implants avec une faible stabilité primaire, là en l'occurrence des implants Astratec, et à ce moment-là, vous pouvez vous faire un petit peu piéger. À mon avis, de mon côté, on reparlera du flux numérique de A à Z, mais il peut être plutôt intéressant d'utiliser un guide uniquement pour le forêt pilote, ce qui vous donne déjà un très très grand nombre d'informations. Vous posez votre implant et ensuite vous prenez une empreinte optique de manière à pouvoir faire fabriquer un bridge provisoire que vous aurez déjà conçu en amont à partir d'un wax-up numérique de votre patient. Mais pour moi, la chaîne numérique en implantologie, s'il s'agit d'utiliser de manière universelle le guide chirurgical et la chirurgie guidée, c'est plutôt dans ce modèle-là que je le conçois plutôt que dans le guidé, tout guidé de A à Z, puisque honnêtement, pour arriver à poser un bridge provisoire réalisé en amont sur des grandes étendues, des grands secteurs, c'est pas si évident que ça. Et donc souvent, on va finalement positionner les implants et puis utiliser un guide qu'on va venir rebaser à la fin de la chirurgie. Et là, je trouve qu'on recule un petit peu dans la technologie parce qu'on va avoir des profils d'émergence beaucoup moins travaillés que ce que peut faire un prothésiste. Et finalement, si c'est pour utiliser le numérique et la technologie pour avoir un résultat fini moins intéressant que si vous prenez une empreinte classique, eh bien, ça ne me plaît pas. Alors que si on prend l'empreinte optique, votre prothésiste peut tout à fait usiner et travailler les profils d'émergence sur, pourquoi pas, des interfaces en titane. Alors l'exemple de ce cas-là, chirurgie flapless rapidement. Ici, la pose des implants, les bacs de cicatrisation. Et vous voyez la précision de positionnement entre la planification du cas, la pose des implants et ici, le cas prothétique terminé. Et on a ici un suivi quand même de 7-8 ans. Et finalement, je me suis fait envoyer la radio par
la consoeur qui a réalisé la prothèse. Édentement complet. Édentement complet, là, c'est vraiment la grande indication des guides. Moi, je suis très fan aussi de l'utilisation de guides chirurgicaux qui compliquent la production en amont des bridges provisoires. Pourquoi j'aime bien les guides chirurgicaux? Parce que souvent, on va travailler en extraction-implantation simultanée. On va devoir gérer ces volumes osseux, combler, faire des comblements de sinus. Et là, on ne peut plus travailler en flapless. Un cas avec 8 implants, vous voyez 6 implants dans le prémaxillaire en technique, entre guillemets, All-on 6, où on vient incliner les implants en avant des sinus, chose que je ne fais quasiment absolument plus. Et puis par contre, des implants très intéressants, ptérygoïdiens, tubéro-ptérygoïdiens, qui se révèlent au fil du temps des implants avec un ancrage osseux tout à fait intéressant. Et j'ai du recul sur les premiers cas qui ont une dizaine d'années. Franchement, le niveau osseux ne bouge pas. Ce sont des super implants et on a vraiment une très très bonne stabilité osseuse autour de ces implants. Le décollement du lambeau, alors on décolle très large parce qu'il faut pouvoir positionner le guide. Guide à appui osseux, pas forcément de vis pour le stabiliser, le positionnement des implants, la mise en place des piliers, empreinte conventionnelle puisqu'on n'a pas réalisé en amont le bridge provisoire, les piliers de cicatrisation. On fait le bas dans la même séance, donc c'est un cas bimaxillaire géré en une seule séance. La réalisation du bridge provisoire sans fausse gencive parce que le volume osseux était plutôt favorable, la résorption post-extractionnelle plutôt limitée, la pose des bridges provisoires et vous voyez la radiographie de contrôle. On n'est pas venu mettre en charge les implants ptérygoïdiens, tout simplement parce que d'avoir déjà un bridge de 10 dents ou de 12 dents en bridge provisoire, c'était largement suffisant. Et puis ces extensions, elles sont favorables d'un point de vue mécanique sur le bridge définitif, mais plutôt défavorables sur le bridge provisoire parce que le patient va aller malgré tout mordre un peu dessus et aller faire ployer ces extensions. Et si vous utilisez ces implants ptérygoïdiens, il est impératif de réaliser des bridges provisoires avec des armatures coulées sous peine d'avoir des fibroses des implants ptérygoïdiens. Et voilà la réalisation prothétique définitive. C'était le docteur Selig à Cannes qui l'a réalisé. On voit, et c'est ça qui est quand même génial avec les bridges céramiques sans fausse gencive, vous voyez ici la pose, on doit être à 1 an, une patiente qui fumait ou qui buvait un petit peu de thé. Et vous voyez ici le suivi à 5 ans. On a vraiment un joli maintien des papilles. On a vraiment une intégration muqueuse du bridge tout à fait intéressante. Alors, un cas de résorption extrême, mais là aussi je passe très rapidement parce que ce n'est pas l'objet de cette présentation. Double comblement de sinus. Et là, on valide le cas chirurgical à l'aide d'un guide chirurgical et d'une planification. Vous voyez les implants positionnés, le bon comportement muqueux avant pose du bridge définitif. Donc voilà pour cette partie chirurgicale en implantologie. Première chose, on a clairement l'utilisation du cone beam, associé ou non à un guide chirurgical, associé ou non d'abord à une planification, et vous pouvez valider et commander le guide chirurgical éventuellement. Et vous pouvez pousser le process du plus précis au plus contraignant. À vous de choisir un petit peu le curseur en fonction de vos cas cliniques. Je terminerai, peut-être qu'il y a des questions, Anna, et je vais les prendre dans 2 secondes, mais je terminerai juste pour vous dire une chose. Il ne faut pas croire que la chirurgie guidée permet de gérer des cas compliqués, bien sûr de manière plus fiable, mais pas forcément de manière plus facile. Et il y a aussi une véritable courbe d'apprentissage. Alors, il y avait une question sur l'échauffement quand tu fores donc à travers ton guide chirurgical. Est-ce que tous les systèmes implantaires aujourd'hui proposent des forets à irrigation interne? Alors, non, pas à ma connaissance. Et ceux que j'utilise ne sont pas à irrigation interne. Par contre, on peut utiliser une deuxième petite seringue. Il y a des petits trous au niveau de chaque canon de forage pour aller glisser une petite seringue, aller apporter de l'irrigation au niveau du foret. Et généralement, le mouvement du foret a tendance à faire pénétrer l'irrigant en profondeur. Mais c'est clair et c'est une bonne question. Au maxillaire, on a beaucoup moins de risques qu'à la mandibule. Mais à la mandibule, il est important même si on est guidé justement, de ne pas y aller, j'allais dire comme un bourrin, de manière très forte parce qu'on se sent en sécurité. Mais il est beaucoup plus judicieux, et il faut être prudent, de bien pomper de manière à faire pénétrer le liquide et l'irrigant bien au fond de l'alvéole. J'ajoute que sur une mandibule
un os de type 1, on a un peu la même problématique sans guide, puisque avec des forêts à irrigation externe, finalement, qu'est-ce qui fait que l'irrigant va bien au fond quand on va poser un implant de 4/13 dans la symphyse? Eh bien, c'est le mouvement du forêt. Donc les précautions sont les mêmes avec ou sans guide finalement. Peut-être faire attention aussi à l'usage donc du forêt et peut-être prendre Forêt des neuve. forêts à usage unique ou des forêts neuves. Exactement, forêt coupant. Et exactement, en sachant que si vous utilisez des forêts à buter, vous pouvez les commander aussi en même temps que votre guide et donc vous utilisez des forêts à usage unique. Petit échange, toi qui as utilisé des guides et qui en utilises depuis un peu moins longtemps que moi, tu as commencé tes premiers cas, quels sont toi tes retours? C'est un cas, notamment dans les derniers que tu as fait, c'était un cas Holland 6 maxillaire, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, alors tu parlais tout à l'heure des extractions et mise en place des implants simultanés. Ils ont souvent du mal à conserver les dents qu'on garde pour les mises en charge immédiates dans la prévision. Et donc moi, ça a été un problème par rapport au guide. Réflexion intéressante, c'est-à-dire que quand vous avez des cas de dentés, de patients dentés, il faut sur votre planification cocher les dents que vous allez extraire lors de votre chirurgie de manière à ce que virtuellement, il retire ses dents et qu'il ne vienne faire un appui du guide que sur l'os restant. Et moi j'ai eu un cas aussi où il y a eu un problème, c'est notamment, et c'est peut-être une des limites des guides, et c'est intéressant d'en parler, c'est les cas où vous avez des bridges céramiques avec énormément d'artefacts métalliques, avec des tenons en métal dans les racines, et à ce moment-là, l'artefact, c'était notamment le cas quand on avait des scanners, et bien l'artefact fait qu'on n'a plus aucune lisibilité de la masse osseuse, et on n'arrive plus à avoir cette précision nécessaire à la réalisation du guide. Et moi, il y a une fois où ils me l'ont refusé, le guide, et il y a une fois où ils m'ont dit, attention, on ne garantit pas le guide, est-ce que vous êtes OK pour le fabriquer, mais c'est à vos risques et périls. Et ça a quand même très bien fonctionné. Moi, j'avais retourné la prévision dans tous les sens, et la limite était qu'on ne pouvait pas justement cocher les dents qu'on allait extraire et celles qu'on allait garder pendant la chirurgie. Et donc, je leur avais marqué un mot en commentaire et ça n'avait pas été pris en compte. Courbe d'apprentissage. Mais normalement, on doit y arriver. Ça fait partie de la courbe d'apprentissage. On continue toujours. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Les piliers anatomiques. Donc, on a posé notre implant. On va maintenant fabriquer la suprastructure prothétique. On va parler juste après des empreintes et de la numérisation, mais un petit mot sur ces piliers anatomiques. Alors avant de parler des piliers anatomiques, je voudrais vous parler de ce qui est essentiel pour moi, la résorption post-extractionnelle. Pour ce faire, ce cas, vous l'avez sans doute déjà vu, je vous le montre, pas à chaque conférence, mais chaque fois que je parle de la résorption post-extractionnelle, parce que c'est souvent de ces échecs, entre guillemets esthétiques, là dans le cas-là, qu'on apprend le plus et en rebossant ces cas. Ça au départ c'était un cas que je présentais comme un succès pour montrer que je travaillais correctement. Une jeune femme qui a 25 ans, fracture de la dent numéro 21. Ces deux dents-là ont aussi été dévitalisées, il y a eu un trauma. On va réaliser l'extraction, pose de l'implant, comblement. L'image est un petit peu jaune, mais parce qu'on imbibait le biomatériau avec de la bétadine. Suture et réalisation d'un provisoire immédiat avec un technique de moulion que l'on rebase sur le pilier. La cicatrisation qui est plutôt favorable, et là on se dit le cas va être super chouette. On voit quand même ici un creux, un véritable creux en vestibulaire malgré le comblement osseux qui a été réalisé. Et là vous avez la prothèse définitive. Alors c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus génial. On peut discuter de la teinte, de la translucidité. Vous voyez qu'on a couronné et que le correspondant a couronné la 11 aussi et la 22. Alors à la fois pour des raisons mécaniques, encore qu'on peut en discuter, mais aussi pour des raisons prothétiques, tout simplement parce que cette résorption post-extractionnelle a modifié le profil d'émergence de la couronne définitive. Et du coup, on a dû passer d'une dent qui était triangulaire, qui était même plutôt ovoïde au départ, vers une dent carrée. Et ce passage vers une dent carrée sur une seule dent n'est pas possible. Et du coup,
on a triché avec les dents adjacentes et on a réalisé des dents un peu plus carrées aussi sur les dents adjacentes pour arriver à harmoniser un petit peu plus les contours. Mais vous voyez clairement que ce cas est un échec esthétique. On a fait pourtant tout ce qui semble être à la mode, extraction, implantation, comblement, et ce n'est pas suffisant. Alors, je vous pose la question, vous qui êtes derrière votre ordinateur, qu'est-ce qui manque à ce cas-là pour qu'il soit très esthétique ou tout du moins plus esthétique? Qu'est-ce qui chirurgicalement manque pour que l'on ait eh bien, un résultat plus esthétique? Et si vous nous donnez la réponse, eh bien, vous allez gagner 1 an d'abonnement au site Génération Implant à l'espace e-learning d'une valeur de 350 €. Voilà, c'est une petite question. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Et le premier qui répond gagnera. Il me semble qu'on a déjà notre gagnant. Ça va vite, hein, ils sont réactifs. Et c'est donc Syndes qui a gagné. Et c'est ça, c'est le conjonctif qui manque. Et on va essayer de comprendre pourquoi juste après avec quelques diapositives. Donc Syndes, si tu veux bien nous donner juste ton nom et ton prénom sur le chat éventuellement, eh bien, tu as gagné un abonnement d'1 an au site Génération Implant. Alors, résorption, extraction, implantation. Résorption post-extractionnelle est systématique. Dès que vous extrayez une dent, quoi que vous fassiez, il va y avoir une résorption osseuse, même si vous mettez un implant. Et vous voyez aussi ici cette table osseuse vestibulaire qui vient se résorber. Voilà, il y a eu l'implant qui a été posé, on est sur l'animal, vous connaissez ça par cœur, Arroyo et Linde, les études des Suédois. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette résorption, elle va être d'autant plus importante sur les morphotypes parodontaux fins, dents triangulaires, gencives attachées fines. Elle va être d'autant plus compliquée esthétiquement si vous avez un sourire gingival, parce que la répercussion esthétique va être colossale, et elle va être limitée par un comblement. Vous voyez ici le même cas que tout à l'heure, une extraction-implantation ici sans comblement, et ici avec un comblement du gap associé. Eh bien très clairement, la résorption post-extractionnelle est limitée, mais malgré cette limitation, on a toujours une résorption post-extractionnelle par rapport à la situation initiale qui est de l'ordre de 10 à 20%. Et ces 10 à 20%, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le cas précédent. C'est ce qui fait qu'on va avoir une modification du profil d'émergence, c'est ce qui fait qu'on n'aura pas un résultat esthétique optimal, et c'est ce qui fait que malgré le comblement, sur les cas très esthétiques, il faut renforcer son biotype parodontal, et il faut impérativement associer à vos chirurgies du conjonctif, et un conjonctif enfoui au moment que vous le souhaitez, c'est-à-dire que ça soit pendant l'extraction et le comblement, en même temps que la pose de l'implant, mais il faudra systématiquement associer du conjonctif. Et puis un dernier point que je me permets de rappeler, extrêmement important, n'incisez pas vos papilles. Si vous allez décoller vos papilles, ces études le montrent très clairement, c'est dans le cadre de chirurgie endodontique, là encore, je n'ai pas le temps de venir dans le détail, mais c'est des études très intéressantes où on avait un parodonte sain, où sur une même dent, on a réalisé d'un côté un décollement de la papille et de l'autre côté, en distal, si on peut mettre en plein écran, un lambeau de préservation papillaire avec une incision à la base de la papille. Eh bien, vous voyez qu'ici, en mésial, à 1 an, là où on a incisé et décollé la papille, on est venu avoir, on a une résorption en moyenne, comme le montre cette étude, de 1 mm par rapport à la position initiale de la papille, même si le parodonte est sain. Et là, on a fait un lambeau de préservation papillaire, on n'a aucune rétraction de la papille. Donc, ce lambeau de préservation papillaire, que ce soit en technique flapless ou si vous avez besoin de décoller la papille, il y a d'autres solutions. Je vous renvoie vers les différents cours Génération Implant qui traitent du sujet. Eh bien, c'est quelque chose d'essentiel. Préservez vos papilles, sinon esthétiquement, vous n'aurez pas de résultat. Donc, résumé de cette partie, pilier anatomique, on va voir comment, mais avant, gestion chirurgicale du cas pour un résultat esthétique optimal, conjonctif, maintien de la papille, et tout ça va faire que vous aurez ensuite une validation possible grâce d'une part à un provisoire, ça c'est essentiel, et ensuite par un pilier anatomique. Alors ce profil d'émergence, vous voyez qu'il va être différent en fonction des dents, il peut être carré ou plutôt rectangulaire sur une molaire, rond ou ovoïde ou en 8 sur une prémolaire et triangulaire sur une incisive centrale. Il n'y a quasiment aucune dent qui n'est cylindrique strictement. Or, tous nos implants sont cylindriques. Et on va donc devoir passer d'un profil chirurgical cylindrique vers un profil autre, prothétique. Et tous ceux qui font ou qui ont fait des couronnes unitaires sur une incisive centrale sur une racine, où le profil d'émergence est le bon, puisqu'il est donné par la racine de la dent que l'on va tailler, savent ô combien c'est compliqué
que de faire ce type de prothèse et c'est encore plus compliqué lorsqu'on part d'un implant. Alors, je voudrais rapidement vous remontrer cet article qu'a publié Guillaume Fougeret, entre autres sur le site Génération Implant, où il nous explique une technique pour maintenir ce joli profil d'émergence qu'il a pu obtenir grâce à ces 2 couronnes provisoires. Eh bien, il faut savoir que quand vous avez des jolies couronnes provisoires, et on ne parle même plus de bague de cicatrisation, quand on parle de cas très esthétiques, on fait systématiquement des couronnes provisoires. Et des couronnes provisoires, à mon avis, réalisées par un prothésiste avec vraiment un profil d'émergence travaillé. Et là, il y aurait plein de choses à dire par rapport à ça. Et bien, une fois qu'on a obtenu ce résultat, si vous dévissez vos couronnes provisoires, en quelques minutes, la gencive s'effondre. Et j'en veux pour preuve le fait que quand vous avez réalisé votre empreinte sur ce type de cas, quand vous revissez vos provisoires ou quand vous remettez vos bagues de cicatrisation, là où vous avez des épaisseurs de gencive assez importantes, eh bien la gencive blanchit et le patient a mal. Eh bien c'est très clairement dû au fait que votre gencive s'est effondrée en quelques minutes. Eh bien du coup, votre prothésiste, si vous ne maintenez pas ce profil d'émergence, il n'aura pas la limite. Et c'est pour ça que Guillaume nous décrit une technique où, eh bien tout de suite, une fois que vous avez retirez le provisoire, vous allez le mettre au niveau d'un analogue d'implant. Vous allez enfoncer le tout dans un silicone putty. Vous dévissez une fois que le silicone est pris le provisoire et vous vous retrouvez avec ici l'empreinte du profil d'émergence du provisoire. Vous vissez un transfert dans votre analogue d'implant et vous allez photopolymériser du composite flow. Et vous obtenez comme ça un transfert personnalisé. Et là, quand vous allez revisser votre transfert, votre gencive va légèrement reblanchir, même si elle s'est effondrée, peu importe, parce que vous avez maintenu ce profil d'émergence. Et une petite astuce, vous pouvez même à ce moment-là venir remeler un tout petit peu votre profil d'émergence pour le recomprimer un tout petit peu avant de mettre votre composite flow. Et une fois que vous avez obtenu ça, eh bien, il faut le maintenir. Alors, comment le maintenir ? Eh bien, on peut le maintenir et l'idéal, c'est d'utiliser des piliers anatomiques ou alors des couronnes sur interface titane, des couronnes en zircone. Si vous utilisez des piliers anatomiques, là en l'occurrence des piliers Atlantis, vous voyez que vous aurez des bridges définitifs avec des morphologies et des intrados qui sont très proches des bridges dentoportés et qui n'ont rien à voir avec ces bridges ici que l'on avait l'habitude de voir. C'est d'autant plus important sur des couronnes unitaires où l'anatomie du pilier va jouer le rôle d'antirotationnel et va faire qu'on aura sans doute moins de problèmes de dévissage, de dessolement de vos couronnes provisoires. L'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir un peu jouer sur les axes et paralléliser les différents piliers et les différents éléments. Alors là, c'est intéressant, c'est sur le logiciel Trichep. Vous voyez la façon que va avoir le prothésiste de modéliser le pilier. Et là, on change de métier. C'est plus des prothésistes, c'est des infoprothésistes. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent plus la résine calcinable, ils vont vraiment venir travailler avec une souris. Attention au tennis elbow de l'infoprothésiste, mais du matin au soir, ils vont être avec leur souris et ils vont comme ça travailler sur des modèles numériques. Et je vous encourage à taper 4Cam, à aller vous promener sur YouTube, sur différents sites de partage de vidéos en ligne et vous verrez qu'il y a plein de travail, d'animation, de capture d'écran, de vidéos qui vous permettent de voir ce travail du prothésiste. Là, il est en train de gérer le profil d'émergence et surtout la ligne de contour pour avoir, et c'est un des avantages de ces piliers anatomiques, un scellement qui ne soit pas sous-gingival, trop sous-gingival et qui soit plutôt juxta-gingival. Et 1 minute à peu près, ou 2 ou 3, pour arriver à modéliser ces piliers. Et une fois qu'on les usine, alors ça c'est usiné bien sûr dans des centres d'usinage, eh bien on voit le résultat que l'on arrive à obtenir. Alors un cas clinique très rapidement, parce que vous le connaissez aussi sans doute, une dent numéro 11 avec une récession gingivale extrêmement importante. On l'a géré en 3 chirurgies. D'abord l'extraction, mise en place d'un petit bridge collé. Ensuite ROG avec une petite vis d'ostéosynthèse. Et enfin pose de l'implant conjonctif, ce fameux conjonctif, et mise en esthétique immédiate. Voilà la seconde chirurgie. La pose de la vis d'ostéosynthèse, le comblement, la gestion du tissu mou, mise en place du matériau de comblement, la membrane de collagène et les sutures. Et vous voyez qu'on a réalisé un lambeau de préservation papillaire de manière à ne pas avoir de rétraction de la papille. Cicatrisation à 3 mois et on voit bien ici le rôle
de toile de tente, de piquet de tente de cette vis d'ostéosynthèse, le cone beam de contrôle avant extraction, après l'extraction, après le comblement et le volume qu'on a réussi à recréer, pose de l'implant, conjonctif, mise en esthétique immédiate. Ça, c'est toujours bon signe quand on a ce type d'image lors de la pose du provisoire. Ça montre qu'il faut toujours avoir une super correction, une surcorrection de la gencive. Et souvent, les patientes s'inquiètent, se disent « mais c'est moche, j'ai beaucoup trop de gencives ». Et là, nous, on est très contents parce qu'on sait très bien que la gencive, elle va se rétracter un peu. Et qu'au pire, s'il y a trop de gencives, c'est quelque chose d'assez facile à gérer. Les radios de contrôle. Vous voyez le profil d'émergence qu'on a réussi à maintenir ici, avec un implant très étroit, un implant de 3,5, ça c'est la tendance. Implant très étroit pour avoir le maximum d'os autour de l'implant et avoir le meilleur maintien de l'os dans le temps. Et ensuite, on travaille avec son profil d'émergence. Le transfert personnalisé, le pilier anatomique en 4 cam, et ça, travail d'Atlantis. Moi, j'aime bien les piliers en titane nitruré couleur or. Ils ont une couleur assez chaleureuse. Voici ce pilier, la mise en place du pilier et le scellement de la couronne définitive. Et vous voyez qu'on arrive par rapport au cas de départ à bien récupérer la situation. Et surtout, on a ces papilles parce qu'on ne les a pas incisées, on ne les a pas décollées, tout simplement. Et le sourire de la patiente, on peut discuter un petit peu de la teinte de la couronne, mais globalement, le cas est acceptable. Ça, c'est la première manière de faire. La seconde manière qui est aussi extrêmement intéressante, c'est d'utiliser ces interfaces en titane. Ces interfaces en titane, vous en trouvez de différentes marques. C'est peut-être juste leur inconvénient des interfaces parfois génériques, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui distribuent ces interfaces. Moi, je travaille avec la société DES qui est distribuée par Henry Schein. Ça fonctionne assez bien. Vous avez les librairies des produits qui sont disponibles sur TreeShape, sur DentalWings, sur Exocad. Donc, vos prothésistes peuvent télécharger ces librairies et du coup, venir positionner les interfaces directement sur les analogues virtuels et venir comme ça usiner une zircone qui sera collée sur cette interface en titane. L'avantage, c'est que sur toute cette portion transgingivale, on ne glacera surtout pas la zircone parce que c'est à ce moment-là qu'on a la meilleure biocompatibilité entre le produit, le matériau et la gencive. Et ensuite, on va réaliser un montage de la céramique cosmétique sur la partie plus supérieure. Et on voit ici le collage de l'interface en titane et plutôt de l'élément cosmétique sur l'interface titane. Et voici ici la couronne terminée. Donc on arrive, et c'est ça aussi l'avantage de cette technique, c'est qu'on n'a plus du tout de colle, de ciment. On a de la colle, mais c'est le prothésiste qui la gère. Et je trouve que moi, j'essaye de plus en plus dans le cabinet, je crois qu'Anna partage aussi mon point de vue, c'est de faire pub du transvissé. C'est tellement plus facile de réintervenir, on évite le ciment de scellement, on évite tout un tas d'inconvénients, on gagne énormément de temps parce que sceller, c'est quelques minutes. On oublie toujours un peu de ciment. Il y a beaucoup de périimplantites qui sont liées à du ciment. Et pour moi, c'est essentiel de ne faire, si on peut, que 100% de transvissé. Ou alors, si on doit sceller, on scelle avec des piliers anatomiques pour éviter d'avoir des fusées de ciment qui passent en sous-gingival. Voilà pour cette première partie et sur ces piliers anatomiques. Je ne sais pas s'il y a des questions. On parle d'implants sous cristal, je crois, un petit peu. C'était une remarque juste de SAF 1. Alors oui, aux implants sous-cristaux, mais les implants sous-cristaux, ils ont leurs limites parce que même si on a peut pas faire que ça. Voilà, et puis même si on a des connectiques très étanches, du platform switching, on sait que sur le long terme, ça peut aussi poser problème et un petit peu d'irritation. Alors la numérisation, on va pouvoir numériser des maquettes, on va pouvoir numériser des modèles en plâtre à l'aide, comme on voit ici, de scan body ou de scan abutment. Et puis on va pouvoir numériser aussi en bouche. Vous connaissez notamment toute cette technique CEREC de chez Sirona. Numérisation des maquettes, l'intérêt c'est que le prothésiste va réaliser une maquette en cire ou en calcinable et que la coulée de cette maquette aurait tendance à induire une déformation de la maquette et qu'à la place, on va plutôt la numériser et l'usiner. Et du coup, l'usinage va limiter et éviter la déformation de la maquette. C'est souvent des prothésistes qui ne veulent pas travailler en 100% numérique et qui ont besoin de travailler avec un articulateur, leur maquette et leur armature de bridge. Mais ensuite, ils ne veulent pas la couler pour les problèmes de, comme on a dit, de déformation de la coulée. Et du coup, ils préfèrent la numériser et la faire usiner.
On peut numériser les modèles, comme ici, à l'aide de scan abutment. Et là, vous avez différentes marques de scan abutment. On peut numériser les empreintes à l'aide de scanners de table, à l'aide de caméras d'empreinte optique, à l'aide de cone beam. Il y en a plusieurs. Il y a Plan Méca qui propose ça. Je crois qu'il y a aussi, comment il s'appelle, Carestream qui propose ça. À mon avis, c'est une technologie qui ne va pas percer parce que les gens veulent vraiment se passer de cette empreinte et c'est un outil marketing important vis-à-vis de leurs patients. C'est plus facile de vendre une caméra d'empreinte optique, c'est un peu plus fun que de vendre d'un point de vue marketing une empreinte qu'on va numériser avec son cone beam. Le patient est un petit peu moins sensible à cette technique. Et puis c'est encore du travail ajouté aux dentistes alors qu'on essaie d'aller le plus vite possible et de laisser au maximum... Même si l'avantage de cette technique, ça peut être déjà délégué à l'assistante dentaire. Ensuite, c'est un peu comme un micro-ondes. C'est-à-dire, avant d'envoyer au prothésiste, on met l'empreinte dans le scanner, on appuie, tac, c'est numérise, on l'envoie. Lui, ça peut lui permettre de lancer sa production de l'armature, par exemple. Il peut usiner et le temps de recevoir l'empreinte le soir, il va couler ses modèles et il va se servir des modèles pour faire la vérification, l'ajustage des points de contact. C'est ça le gros problème de l'usiné et du 100% numérique, c'est la gestion de l'occlusion, la gestion des points de contact. Et ils ont encore besoin de modèles. Donc là, l'idée, c'est de dire on numérise l'empreinte parce qu'on a quand même besoin de couler le modèle. On va voir qu'on pourra peut-être imprimer les modèles et se passer de cette empreinte de manière définitive. Alors tu parles d'envoi de fichiers. On sait que c'est des fichiers qui sont très lourds. Combien de temps tu estimes, par exemple, l'envoi d'une empreinte optique ? Ça dépend de ton opérateur. Est-ce que tu es en bout de ligne ADSL ou pas ? Les fichiers ne sont pas forcément excessivement lourds. Un fichier STL d'une empreinte, si je ne me dis pas de bêtises, on doit être aux alentours de 50 mégas, 50-100 mégas. Un fichier d'ICOM, on va être plus aux alentours de 400, 500, 600 mégas. Mais 50-100 mégas, si on a une bonne connexion, ça peut être envoyé en 5 minutes. Hein. Donc ça reste quelque chose d'assez jouable. Après se pose la question de l'échange entre le prothésiste. Donc soit vous utilisez la plateforme d'échange qui est vendue avec le scanner. Alors vous avez, je crois que c'est TreeShape Communicate. Hein, c'est Communicate qui permet aux prothésistes et aux dentistes de communiquer. Vous avez CEREC Connect pour CEREC. Enfin, vous en avez tout un tas. Il y a aussi des plateformes un peu open qui commencent à s'ouvrir où là c'est juste des... On peut utiliser aussi des comptes Dropbox. Certains utilisent simplement le compte Dropbox. Attention quand même, c'est des données médicales. Donc normalement, vous devez utiliser des connexions sécurisées pour transférer ces fichiers. Je ne suis pas sûr que Dropbox vous le permette. Voilà, donc il y a une réflexion à avoir, mais c'est sûr que va se développer, entre guillemets, un business autour de cet échange de fichiers et qu'on n'en est qu'au balbutiement. Alors, comment numériser les scanners de table? Je vous en ai parlé. Il y a différentes technologies. Je ne suis pas un grand spécialiste. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, vous avez en haut, je crois que c'est l'image de l'Imetrix, qui est une technologie un peu particulière. Aujourd'hui, je crois que c'est un des plus précis, en tous les cas. C'est celui qui est utilisé pour beaucoup de sociétés et de centres d'usinage pour usiner les modèles qu'on leur envoie. On peut utiliser des scanners intraoraux. Là aussi, c'est intéressant de voir ces scanners intraoraux. Alors, ils peuvent faire des prises d'empreintes, bien évidemment, sans passer par un moulage classique. Ça va éliminer les désagréments de l'empreinte conventionnelle. Ce n'est pas toujours évident non plus de balader la caméra. On peut faire un peu mal au patient. Ce n'est pas toujours confortable non plus pour le patient, même si sur le papier, ça paraît plus facile pour lui. Il peut y avoir une meilleure précision, c'est encore discutable. Réduire le délai de réalisation de la prothèse et les coûts de transfert, ça c'est évident, ça évite le passage d'un coursier. En fonction des technologies, on va avoir des systèmes où vous avez besoin ou pas de poudrer avant la bouche du patient. Vous pouvez avoir ou non des systèmes couleur ou en noir et blanc et on commence à prendre la teinte de certains cas et on a vraiment des rendus très intéressants. Va se poser aussi le problème et de la technologie et de la vitesse d'acquisition, l'encombrement, ça c'est un point assez négatif sur certains systèmes. Vous avez des caméras qui sont énormes et qui sont donc quasiment pas utilisables. Et puis la profondeur de champ, là aussi c'est un point important parce que notamment si vous scannez pour des implants, des scans abutment qui sont un petit peu hauts, eh bien il faut arriver à passer au-dessus du scan abutment et il y a un moment, ils n'arrivent plus à faire la mise au point. Et vous perdez l'image et vous êtes obligé de revenir en arrière et là vous créez des erreurs. Après, il y a des stratégies pour arriver à
pallier ces problèmes. Alors, je vais vous montrer quelques images de scanners intraoraux pour voir les vitesses d'acquisition. Vous avez ici la CEREC Omnicam qui permet une acquisition sans poudrage et en couleur. C'est le modèle haut de gamme de chez CEREC Sirona. Vous voyez ici au niveau palatin la prise d'empreinte. Donc l'avantage de cette caméra, c'est que l'encombrement est assez réduit, elle est excessivement assez précise. On a aussi c'est une vidéo qui est réalisée, donc on a quelque chose d'assez fluide dans l'acquisition, plus que l'ancien modèle qui était la Bluecam, que certains préfèrent parce qu'ils trouvent presque plus rapide, mais qui se fait par système de photo. Voilà la vitesse d'acquisition. Et vous voyez ici en haut, ce n'est pas un artefact, c'est juste l'ajout du patient qui est venu s'interposer un moment. Et ça, vous pouvez très facilement le gommer ensuite avec votre logiciel d'acquisition. Vous pouvez retoucher et éventuellement reprendre une partie de l'empreinte si c'est nécessaire. Donc ça, c'est pour vous montrer la vitesse d'acquisition de ce type de caméra. Là, on a fait la partie de l'arcade qui nous intéressait. Voilà le mordu. Alors le mordu, c'est extrêmement rapide. Il suffit simplement de faire serrer le patient et de prendre une image en balayant des faces vestibulaires. Et puis ensuite, il va falloir prendre l'empreinte de l'antagoniste, vous ne l'avez pas. Donc vous voyez finalement que quand on voit ce type d'acquisition pour un inlay ou pour une couronne unitaire, c'est très rapide. En 4-5 minutes, votre empreinte est prise et c'est très précis. Donc là, ça commence à être une technologie assez intéressante. L'Apollo de chez Sirona, l'intérêt, c'est que ça va être le modèle d'entrée de gamme. On est sur une acquisition en monochrome, encombrement assez réduit, inconvénient poudrage avant, ce qui est toujours un petit peu plus désagréable et ce qui rajoute une étape. Avantage, le prix, on est à moins de 20 000 €, donc là on commence à être dans des prix assez abordables. Là vous voyez l'acquisition d'une empreinte optique d'une EMI Arcade, je crois. Vous voyez que l'acquisition est assez rapide. Par contre, on est sur du monochrome et c'est vrai que quand on investit dans ce type de technologie, on a quand même envie de goûter à la couleur, ce qui est plus vendeur et ce qui permet d'avoir un maximum d'informations. Et on voit ensuite le praticien qui va faire tourner, grossir. Tout ça se passe sur des écrans tactiles. C'est pas toujours évident l'utilisation de ces écrans tactiles avec des gants. Et se pose aussi ce problème-là. Et parfois, la souris est plus facile à manier. Donc là, vous avez vu l'empreinte de l'arcade supérieure. Et là, vous avez l'empreinte de l'arcade inférieure. Là, c'est le poudrage et l'occlusion. Voilà, c'est toujours les mêmes principes, quelle que soit la caméra d'empreinte. Autre système qui est bien en place sur le marché, c'est la Trios de chez 3Shape. Ça, c'est moi-même qui ai pris cette empreinte. Je l'ai eu en test au cabinet. J'ai eu aussi en test l'Omnicam. Vous voyez ici que le problème de cette caméra, c'est son encombrement. Elle est relativement précise, l'image est très bonne, la vitesse d'acquisition est assez bonne, mais on a un petit problème d'encombrement. Vous voyez que les images sont quand même assez bluffantes en termes de qualité, de rendu, de la texture de l'émail. Et les prothésistes ont quand même une quantité d'informations assez importante. Vous voyez que ça, c'est une empreinte implantaire, mais on reverra tout à l'heure cette façon de procéder. La True Definition de chez 3M, alors je crois qu'elle commence à être sortie. Je ne connais pas son prix de vente, je ne connais pas non plus exactement comment elle fonctionne, enfin est-ce qu'elle fonctionne bien ou pas. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Toujours aussi, vous voyez que c'est une caméra monochrome, parce que qui dit poudrage dit que forcément acquisition monochrome. La plan méca, plan scan, alors elle paraît tout à fait intéressante. La vitesse a l'air bien, je ne l'ai pas vu fonctionner. C'est encore des caméras qui sont en test, ça. Par contre, attention, regardez un peu l'encombrement. Elle a l'air quand même un petit peu volumineuse. Et quand vous avez besoin de faire une empreinte sur une 47, même si vous êtes une jolie dentiste blonde, il y a un moment, le patient a forcément une capacité buccale limitée. Enfin, une petite dernière, une française, franco-belge, c'est le Condor Scan. On a vu les premières démonstrations à l'ADF. Là, c'est une petite vidéo que je vous ai faite lors de l'ADF. Et elle a l'air assez prometteuse. Voilà, beaucoup de gens en parlent, notamment sur les forums. Et à voir. Couleur,
complètement ouverte, voir un petit peu ce que ça va donner. En tous les cas, aujourd'hui, c'est vrai que, à mon avis, les deux vraiment qui tiennent le haut du pavé, c'est très clairement l'Omnicam avec le CEREC et puis la Trios de chez Troichet. Alors, une fois qu'on a obtenu ces images, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qui est intéressant, la première des choses, c'est qu'on va pouvoir modéliser des infrastructures et cette modélisation, elle va pouvoir se faire en 3D. On a des articulateurs virtuels, on a tout un tas d'outils sur votre logiciel qui permettent vraiment d'avoir une modélisation la plus proche possible de ce que vous pourriez faire sur un articulateur naturel. Ensuite, on va envoyer tout ça à l'usinage et là, c'est un autre logiciel qui va s'occuper de la partie usinage. Il y a deux parties dans l'usinage. La première chose, c'est le positionnement de la maquette que vous avez modélisée sur la galette, de manière à optimiser le nombre d'éléments que vous pouvez mettre sur cette galette. On voit ici eh bien, le bridge en zircone qui est à ce niveau-là. Et là, on voit le résultat du bridge usiné au niveau de la galette. Et puis ensuite, vous allez avoir le logiciel d'usinage à proprement parler qui va permettre de calculer les parcours d'outils. Ah, bon, celle-ci, on va la passer parce qu'elle est un tout petit peu étirée. Alors, pour entrer dans le vif du sujet par rapport à ces usinages et vous montrer différentes solutions thérapeutiques qui font appel à ces solutions. Je vais vous montrer 4 ou 5 cas cliniques avec des solutions différentes qui font appel à des procédés différents. Et c'est ça, à mon avis, qui est intéressant, que vous ne voyez pas qu'une seule solution, mais qu'on puisse discuter de plusieurs solutions. La première, c'est ce qui va vous demander le moins d'investissement à vous et à votre prothésiste en termes d'équipement, c'est les barres usinées, là en l'occurrence en titane, mais quand vous allez passer par un centre d'usinage. En l'occurrence, c'est Atlantis Isus, dont le centre d'usinage est en Belgique. C'est un cas d'une patiente qui a 70 ans. On a réalisé une mise en charge immédiate il y a quelques années à la mandibule avec une armature coulée et sans doute par un défaut de conception de l'armature, trop fine, armature en L pas respectée. Là, on voit que la section est vraiment trop fine. Peut-être extension un petit peu longue, mais je ne crois pas forcément. On a une fracture, donc on décide de reprendre tout le travail. Et là, pour le coup, de faire une armature Isus. Comment on procède? Eh bien, toujours de la même manière, empreinte, pick-up, éventuellement solidarisé, le mieux étant de faire une empreinte au plate. Et le fabricant, le centre d'usinage, va toujours vous demander plusieurs choses. Un, il va vous demander une maquette d'occlusion et un essayage esthétique pour avoir le volume de la future prothèse pour pouvoir usiner votre barre de manière homothétique. Et aussi une clé de validation en plate pour être sûr que vous avez bien une empreinte qui est juste et qu'il n'y a pas eu de problème par rapport à cette empreinte et qu'il n'y a pas eu d'erreur. Une fois que c'est fait, il va numériser les modèles. Là, ils ont des scanners extrêmement précis. Il va numériser la maquette et ils vont réaliser un design en fonction d'un certain nombre de données. Là, en l'occurrence, on a voulu faire un bridge PIB ou un bridge type Brainmark. Et donc, on voit que les éléments de rétention sont des éléments en T. Pour la résine, on aurait demandé en bridge en céramique, on n'aurait absolument pas eu la même armature. Une fois que ça c'est designé, c'est réenvoyé à votre prothésiste et à vous-même si besoin par mail pour valider le design et c'est ensuite lancé à la production. Votre prothésiste peut aussi retoucher, dans certains cas, le design qui a été réalisé. Ce qui est très intéressant, c'est de voir ici le test de Sheffield sur ce type de produit. Je ne sais pas si la vidéo, j'ai l'impression qu'elle ne marche pas. Bon, bah, vous le retrouverez cette vidéo sur le site Génération Implant, elle est en accès libre, vous pouvez la retrouver. Mais regardez surtout la qualité d'adaptation sur les analogues. Et là, on va poser l'armature, ça fait vraiment ch'clong, ça ne bouge absolument pas. Et quand vous avez l'habitude de travailler, ou vous avez eu l'habitude de travailler même avec des barres coulées, coupées, ressoudées, etc., la qualité d'adaptation n'a absolument rien à voir. Donc finalement, c'est quelque chose de très avantageux, c'est solide, c'est un design très agréable et vraiment bien foutu. C'est une très très bonne passivité. L'investissement est faible en termes de machines pour vous et pour le prothésiste. Par contre, il y a un coût, on est aux alentours de 1000, 1100 € en plus du travail du prothésiste sur ce type de barre, même si on commence à avoir des coûts qui diminuent un petit peu. Deuxième solution, c'est de faire des armatures usinées, mais par d'autres usineurs qui sont un petit peu moins
peut-être qui n'ont pas les librairies d'implants ou de connectiques, qui vont être un peu moins précis, et dans lequel on va venir positionner des interfaces en titane collées. Là, vous avez une patiente de 57 ans. On a fait une mise en charge immédiate maxillaire avec 2 comblements de sinus. Voilà le bridge provisoire en résine. Et on va faire un bridge définitif. Empreinte pick-up. Voilà les modèles tirés de ces empreintes. Et là, on va travailler, c'est Pierre Bohour à Menton qui va travailler avec la solution DES. Il va venir positionner ses scan abutment sur les analogues de piliers. Il numérise, on est sur du dental wings ici, il numérise les scan abutment. Il va ensuite positionner les analogues virtuels des piliers dans le modèle. Il préfère pour sa part, on a ici l'antagoniste, le montage en articulateur, il préfère pour sa part modéliser la maquette à la main à l'aide d'une résine calcinable et il fait ça sur des interfaces en titane. Voilà ici la modélisation. Il va scanner cette modélisation, il va la scanner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il va intégrer sur les analogues virtuels de piliers les interfaces en titane depuis la librairie qu'il aura téléchargée. C'est-à-dire qu'il va mettre ces interfaces en titane dans le logiciel. Il n'a pas besoin de les scanner. Et il va envoyer juste l'armature sans les interfaces en titane à l'usinage. Voici ici donc ce qui est modélisé avec la résine calcinable, ce qui a été numérisé et ce qui a été usiné donc par un usineur peut-être un peu moins précis, un peu moins onéreux. Et ensuite, il va coller les interfaces en titane à l'intérieur des armatures, ici les armatures en chrome cobalt. Notamment, on colle de manière définitive une fois que la céramique est complètement cuite et glacée. On peut faire l'essayage d'armature comme on voit ici. Et voilà le résultat et le bridge définitif. Vraiment un joli travail. Et vous voyez la précision d'ajustage de ces interfaces en titane. Et on a là aussi une armature qui est très passive. Peut-être pas aussi passive que lors de la première solution, mais on obtient quand même quelque chose d'extrêmement passif. Alors ensuite, on a fait le bridge définitif, empreinte pick-up. Là encore, modélisation du modèle à l'aide des scans abutment, modélisation du bridge définitif et de l'armature, cette fois-ci en zircone, mise en place des interfaces titane au niveau du logiciel, réalisation, conception de l'armature en zircone. Voilà ce que ça va donner. L'armature est usinée dans un bloc d'yttrium zircone, de zircone préfrité. On voit ici les petites tiges de liaison de l'armature. Tout ça est positionné dans le bloc. Usinage, là aussi l'image est un petit peu déformée, excusez-moi, de l'armature. Voilà, les interfaces titane, l'armature en zircone qui va être ensuite fritée, donc qui va obtenir sa solidité définitive et il va y avoir donc une petite rétraction, mais tout ça est calculé par le logiciel. Essayage de l'armature, montage de la céramique esthétique. Vous voyez ici un petit peu la translucidité qu'on réussit à obtenir. Voilà le bridge terminé. Alors, importance toujours bien sûr du positionnement implantaire. Et vous voyez les interfaces titane, la zircone et la céramique cosmétique. Parfois, elle peut avoir un aspect un tout petit peu blanc au niveau du collet. Là où il y a moins de céramique, les dents paraissent assez blanches aussi. Et on peut se faire piéger de temps en temps. Et vous voyez le très bon ajustage de ce bridge. Donc l'avantage de ce protocole, c'est qu'on a une bonne passivité, on a une bonne biocompatibilité des tissus et on a une connectique titane-titane au niveau du pilier qui pour moi est essentiel. Certains proposent des piliers anatomiques en zircone pur et sachez que les piliers anatomiques, notamment sur le système Atlantis, en titane sont garantis à vie, en zircone sont garantis 5 ans. Et beaucoup pensent, et de certains papiers le montrent, que la zircone, pour avoir un rôle, étant donné sa rigidité et son extrême dureté, pourrait avoir tendance à bouffer un petit peu la connectique en titane. Et donc, on évite généralement de visser de la zircone directement sur du titane. Et c'est tout l'intérêt de coller ces interfaces titane, ce qui permet de travailler déjà un petit peu à moindre coût et en tous les cas d'avoir quelque chose de mécaniquement valable. 2 cas maintenant pour terminer. On dépasse un tout petit peu le délai, mais j'espère que ça vous intéresse. Un cas de mise en charge immédiate
en technique directe avec le CEREC. J'étais très heureux, c'était au mois d'octobre l'année dernière, septembre-octobre, d'essayer le CEREC, la MCXL, c'est-à-dire toute la gamme CEREC, de l'Omnicam jusqu'à l'unité d'usinage. Et vraiment, c'est un outil extrêmement intéressant. Alors, on a ici eu un cas, extraction des dents mandibulaires de part et d'autre, pose de 3 implants de part et d'autre et réalisation d'un bridge provisoire, cette fois-ci scellé sur des piliers en titane. Et donc, on a pris l'empreinte des piliers positionnés. Donc, voilà le cas, extraction des dents, pose des implants. Ici, on a les piliers provisoires en titane. Ces piliers vont être retouchés en bouche pour avoir la bonne hauteur occlusale. Alors, c'est important d'être assez parallèle voilà, dans son positionnement implantaire. Vous avez ici la vue du cas avant la réalisation des provisoires. Et là, on est venu réaliser une empreinte optique, d'abord maxillaire, ensuite des piliers et enfin en occlusion à l'aide de l'Omnicam. Là aussi, c'est une image en couleur, donc le rendu est assez intéressant. L'acquisition est là aussi assez rapide. Ce qu'on peut d'ores et déjà trouver comme limite à cette technique, c'est qu'on prend une empreinte du pilier, une empreinte de la gencive, et on n'a pas une empreinte du pilier ou de la connectique implantaire comme avec les scans abutment. Et du coup, on ne peut pas faire de profil d'émergence. On va avoir des bridges qui sont muco-positionnés. On ne travaille pas le profil d'émergence, ce qui est dommage quand on utilise un bridge provisoire, mais c'était déjà une première étape et un premier apprentissage. Avec l'Omnicam et le CEREC, on peut tout à fait réaliser par contre des couronnes définitives unitaires en zircone ou en disilicate de lithium qui sont collées là encore sur des interfaces en titane. Et ça fonctionne tout à fait bien, mais c'est limité à des cas unitaires pour l'instant, que ça soit aussi en PMMA sur de l'unitaire, en PMMA pardon, ou de manière définitive en zircone ou en disilicate. Donc voilà aujourd'hui où on en est, et c'est vrai que pour ces bridges de plusieurs éléments, on n'arrive pas encore, mais ça ne va pas tarder j'en suis sûr, à réaliser des empreintes optiques de scan abutment sur plusieurs éléments et de produire tout de suite un bridge provisoire en PMMA comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Maintenant, l'intérêt, c'est que c'est un système que vous avez à demeure et vous n'êtes plus obligé de passer par le prothésiste. Et là, ce qui était très intéressant, c'est que la patiente est repartie avec ses dents. Et on a beau dire, ils aiment bien quand même repartir avec leurs dents, les patients. Donc là, on voit ensuite l'empreinte qu'on a obtenue. On dessine le profil d'émergence, mais qui sera encore une fois mucoporté. Ensuite, on va demander au logiciel de positionner des dents. Et ça, c'est assez bluffant. Comme il arrive à trouver la position et la morphologie des dents. Il y a des fonctions comme la fonction biomimétique où vous pouvez, le logiciel va se servir de la morphologie des dents adjacentes pour trouver la bonne morphologie des dents. Là, on voit le logiciel qui travaille. C'est assez bluffant, encore une fois. Et tac, les dents, au bout d'un moment, trouvent leur place et se positionnent. Donc là, vous devenez prothésiste en quelque sorte et c'est vous qui réalisez tout l'usinage. Et c'est franchement pas très compliqué. Hein. C'est même assez facile. Là, on voit les points d'occlusion et vous allez pouvoir retoucher vos dents. Moi, je voulais que les dents soient en sous-occlusion. Donc, j'ai commencé à réduire la taille des dents. Voilà, on gomme pour réduire les points de contact. Ceux qui sont rouges de mémoire sont les points de contact les plus forts, donc on va les gommer. On peut regarder avec le modèle antagoniste. Mais là où on est un peu limité, c'est notamment en distal de cette 7, où on aimerait avoir un bridge provisoire qui descend en sous-gingival beaucoup plus bas, pas pour sceller, mais pour travailler le profil d'émergence. Et là, on a eu finalement quelque chose d'assez faible en hauteur, parce qu'on a la gencive et le trigone rétromolaire qui remontaient de manière importante. Vous voyez, j'ai fait exprès de vous montrer l'émergence de la face distale de la 7. Alors, on peut la retravailler de manière individuelle. Alors, on pourrait recréer un profil d'émergence complet, mais bon, on risquerait d'aller sceller très sous-gingival. Et puis, c'est ça aussi la limite un petit peu, c'est qu'on scelle, et sur de la mise en charge immédiate, je ne suis pas complètement favorable. Mais c'était un premier test, c'est quand même fabuleux déjà pour une première chirurgie, je ne connaissais absolument pas le système. J'ai fait 2 bridges provisoires de 4 éléments. Dans la séance, la patiente est repartie avec. C'était déjà une bonne première étape et un bon premier essai. Voilà les bridges provisoires en PMMA.
voilà les bridges qui sont scellés. Le résultat est quand même pas mal, hein, en tous les cas mieux que ce que je pourrais faire tout seul. L'occlusion et la radiographie de contrôle associée. Voilà. Alors l'avantage, c'est que c'est des protocoles en un temps opératoire. C'est facile à réaliser. C'est un process qui est fiable et de qualité. C'est un impact sur le patient qui est quand même assez redoutable, hein. Par contre, on scelle le bridge et l'adaptation gingivale n'est pas optimale. Et il n'est pas armé. Et il n'est pas armé, mais c'est du PMMA. Et le PMMA, c'est l'équivalent du plexiglas pour vous donner un peu un niveau de dureté. Donc, généralement, il n'y a pas besoin de l'armer, ce PMMA. Alors, dernière réflexion, un patient numérique de A à Z. Et là, je voudrais remercier Uli Oschild, qui est un prothésiste allemand qui travaille en Italie, aussi en France, à la frontière niçoise, qui m'a aidé à réaliser ces cas. Il a fait énormément du travail que vous allez voir, enfin tout le travail prothétique et aussi beaucoup du travail d'iconographie, sauf la partie chirurgicale. C'est une dent numéro 12 qu'on veut extraire et on veut faire une extraction implantation. Et on a voulu travailler avec la société Dentsply et Atlantis. Et l'idée, c'était presque une première mondiale parce que j'ai eu la chance de faire partie des bêta-testeurs. L'idée, c'était de venir produire en amont à la fois la couronne provisoire, ce que certains font déjà, mais aussi le pilier Atlantis définitif. Donc on a positionné l'implant et à la fin de la chirurgie, on a positionné le pilier Atlantis, la couronne provisoire, et on est venu prendre une surempreinte de la chape en zircone pour qu'il puisse réaliser ensuite la couronne définitive. Donc voilà le cas step by step. Cette couronne numéro 12 qui est retirée, on en fait comme un wax-up, on modélise le modèle et donc on le numérise, pardon, et donc on obtient un fichier STL et on va réaliser la planification implantaire. Et là on va matcher, et ça c'est le secret un petit peu de pouvoir réaliser la prothèse en amont, on va matcher à la fois les fichiers STL et les fichiers DICOM. Et on voit ici le guide qui est modélisé sur le modèle, l'implant, et du coup le prothésiste va pouvoir récupérer cette planification et venir planifier un pilier Atlantis par rapport à sa couronne provisoire. Le pilier Atlantis est réalisé par Simplant, il est usiné et le fichier est envoyé, le fichier STL du pilier Atlantis, pour que le prothésiste, avant même d'avoir eu le pilier en main, réalise déjà l'usinage de la couronne provisoire et réalise déjà l'usinage de la chape en zircone. Donc on était vraiment juste au niveau des timings et voilà ce que l'on obtient le jour de la chirurgie. On a déjà le pilier définitif en titane, on a déjà la provisoire, la couronne zircone et l'impression des modèles éventuellement pour pouvoir tester tout cela. Alors on va extraire la dent, on va réaliser sa chirurgie au travers du guide. Attention à la stabilité primaire de vos implants, surtout si vous êtes avec des implants pas très agressifs. Pose du pilier définitive et on va positionner directement la couronne provisoire. Donc vous voyez, ce qui est bluffant, c'est qu'on a directement le pilier Atlantis qui est positionné. Et vous voyez bien l'importance du pilier, puisqu'on a un implant très palatin, une crête osseuse assez vestibulaire, et le pilier Atlantis vient bien jouer son rôle pleinement de rattrapage du profil d'émergence pour venir déjeter la couronne en vestibulaire. Le cas clinique et la vidéo chirurgicale du cas clinique, mise en place du guide. Vous voyez cette petite encoche ici. Eh bien, cette petite encoche, elle va permettre de positionner l'implant et d'indexer l'hexagone de l'implant dans la bonne position pour que le pilier n'ait pas une rotation d'un huitième de tour. Réalisation du forage au travers du guide à l'aide de cuillères. Voilà le cas. Donc là, on est vraiment sur un patient 100% numérique puisqu'on a réalisé une prothèse sans même n'avoir pris d'empreinte ou éventuellement des empreintes d'études. Le forêt terminal avec les butées et la mise en place de l'implant avec ici le driver. Et ce petit point-là, il faut le mettre en face de l'encoche. Donc, généralement, ce n'est pas très compliqué. On doit être capable de le réaliser. Voilà la mise en place de l'implant. Ensuite, on dévisse ce porte-implant. Voilà. Et une fois qu'il est dévissé, on va visser le pilier Atlantis. Le voilà qui est vissé. Et on va positionner
la couronne provisoire et avant, éventuellement, on prend l'empreinte de positionnement de la chape en zircone. Voilà. Donc c'est quand même assez bluffant. Et là, on scelle, mais l'avantage, c'est que vous scellez avec très peu de ciment. Et je pense qu'à terme, on pourra même sous-dimensionner un petit peu les couronnes pour qu'elles se clipsent dessus. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur cette CFAO et toutes ces solutions numériques. Donc vous voyez qu'en chirurgie, si on doit faire une synthèse, eh bien, ça permet le positionnement précis de l'implant, toute cette chaîne numérique. Ça permet de traiter des cas 100% numériques, de manière 100% numérique, pardon, sur des cas unitaires. Sur des cas plus complexes, ça permet juste pour l'instant de positionner les implants. Mais après, il ne faut pas hésiter à venir prendre une empreinte optique et je pense qu'à ce moment-là, on pourra usiner nos bridges provisoires. En prothèse, eh bien, ça permet très clairement de faire des empreintes optiques sur des MCI complets. On est en train de valider le protocole. Le protocole d'empreinte optique et de CFAO direct est validé sur les implants unitaires. C'est le fait, comme je vous disais, avec le système CEREC de faire des couronnes unitaires. C'est ça la CFAO direct. C'est validé aujourd'hui pour les édentements partiels. Vous avez vu un exemple de cas même en prothèse transvissée. Et ce n'est pas encore validé pour les bridges définitifs sur des cas complets transvissés. Le contexte technique est globalement favorable. On a un développement croissant des centres d'usinage, on a un développement des cone-beams, on a une amélioration de la technologie des scanners et des scanners à la fois extra et intraoraux. Et on a une diminution tout doucement qui se fait du prix d'acquisition et ça va encore baisser. Le frein en développement, c'est l'investissement. Les praticiens attendent que ça baisse un peu. C'est un peu comme les cone-beams. On attend qu'il y ait plus de concurrence pour que les prix baissent. La formation, l'information, c'est aussi un manque et on va bientôt sortir des formations sur le numérique avec Génération Implant. Le choix technologique aussi, beaucoup d'entre vous se posent la question, quel choix je choisis? Est-ce que je choisis un système dit ouvert STL? Il y en a très peu aujourd'hui, voire quasiment pas. Même TriShape, la Trios, c'est un système fermé parce que, alors après, de toute façon, vous avez des systèmes dits fermés, mais qui sont ouverts parce qu'il existe des passerelles et après, il suffit juste d'acheter des dongles qui permettent comme ça de récupérer les fichiers. Par exemple, CEREC, on dit souvent que c'est un système fermé, est en train de s'ouvrir, puisque là, c'est la nouveauté du Dental Forum, si je ne dis pas de bêtises. Et bien, on a la possibilité d'usiner aujourd'hui des fichiers d'autres scanners que les scanners Sirona de manière native. Je dis peut-être des bêtises, donc si c'est une connerie, vous me corrigez sur le chat. Voilà, puis c'est le problème des habitudes, c'est que vous avez l'habitude de prendre des empreintes physiques et de commencer par sortir la caméra, expliquer aux patients, etc. Vous allez perdre du temps au départ, mais pour en gagner un peu plus à l'arrivée. Alors moi, je voudrais juste faire un dernier focus avant de terminer cette présentation sur le marketing. Quand n'importe quelle société fait un investissement, notamment un investissement de 30, 40, 50 000 euros, il y a une campagne de lancement pour expliquer qu'on va, et là je m'adresse aussi aux prothésistes, pour expliquer qu'on a un nouveau produit. Alors pourquoi ne pas le faire auprès de vos patients? Sachez que n'importe quelle société a un budget marketing entre 5 et 20%. Si on considère qu'un cabinet dentaire est une société, alors on ne va peut-être pas investir 20% de marketing, on est un peu freiné parce qu'on se dit toujours on n'a pas le droit de faire de la publicité. Pas le droit de faire la pub, oui, mais on a le droit de communiquer, d'informer nos patients. Vous avez le droit d'avoir des sites internet, vous avez le droit de faire des newsletters auprès de vos patients, vous avez le droit d'avoir des posters dans votre salle d'attente, vous avez le droit d'avoir des petits journaux de salle d'attente. Et pourquoi tout simplement, si vous faites l'acquisition de ce type de produit, ne pas faire entre guillemets une campagne de lancement, une newsletter d'information sur ces technologies, des posters dans vos salles d'attente, tout un tas de choses qui va permettre de rentrer dans vos frais et d'avoir un retour sur investissement. Voilà, je voudrais remercier les laboratoires Bourse, Ivoire et Dental Design qui ont réalisé ces travaux prothétiques. Est-ce qu'il y a des questions, Anna, un petit peu? Alors, il y avait une question sur les interfaces titane. Oui. Où est-ce que ton prothésiste les trouve? Mais Alors, les interfaces titane, vous avez une gamme complète, c'est la gamme DES, c'est chez Henry Schein. Donc, vous appelez Henry Schein, vous retrouvez tout le catalogue DES en téléchargement de produits sur le site Henry Schein, je crois, pour les prothésistes. Vous contactez les différents commerciaux Henry Schein, mais ça permet vraiment, vous avez toute la gamme de tous les implants disponibles, de Nobel, etc. C'est des génériques, mais très honnêtement, ça rend quand même des services. Puis on a dans toutes les gammes
Donc, souvent, dans les systèmes implantaires C'est le proposent, mais système pas implantaire. systématiquement. Par exemple, Nobel, je ne suis pas sûr qu'il y ait des interfaces titane. Je ne crois pas à ma connaissance. Donc parfois, si vous voulez faire de l'unitaire, de la zircone sur interface titane, ce n'est pas possible. Donc ces sociétés-là, c'est quand même intéressant, les produits qu'ils proposent. Alors, on termine par les news, Anna. Les news génération implant. Alors, article, je vous donne rendez-vous sur le site. Très, très bel article de Roch de Valbray, formateur génération implant à Lyon. Un très bel article, justement, sur les papilles et les bridges complets sur implant, avec une iconographie fabuleuse. Bravo, Roch. Vraiment, les photos sont splendides, comme à chaque fois. Vous avez comme ça comment résoudre le challenge des pratiques. Vous savez, le challenge des papilles. Vous savez qu'on a un partenariat avec le Filantaire. Chaque mois, on fait des petites fiches pratiques que vous pouvez découper sur des thématiques très très spécifiques. Les prochaines émissions GITV, eh bien, c'est la dernière entre guillemets de l'année scolaire. C'est avec Astratech et la présentation, j'ai un peu de mal à parler en fin d'émission, du nouveau système Astratech Evolution, avec comme conférencier Georges Coury et le docteur Laurence Hadi, donc le rédacteur en chef de l'émission Danceply Implant. Rendez-vous le lundi 2 juin pour la présentation de cette évolution. Prochaine formation, eh bien, à Lyon, justement, le cycle implantologie 3 fois 2 jours. Vous savez que maintenant, ces formations sont prises en charge dans le cadre du DPC. Ça veut dire que, déjà, vous êtes obligé de vous former par an, et il va y avoir des contrôles de la part du Conseil de l'Ordre dans 5 ans, donc ça ne sera pas comme le CNFCO. Et 2, vous avez une aide de la part du DPC, ce qui diminue sensiblement le coût des formations, puisque là, la formation ne va plus vous coûter, je crois même un peu moins que 2 000 € les 6 jours de formation. Vous avez en moyenne jusqu'à 1 000 € d'aide sur des formations. Donc vos formations de 2 jours, globalement, vous pouvez les faire, elles sont quasiment gratuites. Donc allez sur le site Génération Implant. Génération Implant est un organisme agréé DPC. N'hésitez pas à vous former et à faire votre DPC avec nous. À Bordeaux, traitement de l'édenté complet, une journée entière avec Christophe Rignon-Biret et Eric Normand. Alors allez-y, vous allez vous régaler. C'est notamment Christophe qui met en place cette formation. Elle est fabuleuse, énormément de TP sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas si bien que ça. C'est tout ce qui est prothèse supra-implantaire, prothèse de stabilisation. Donc, est-ce qu'on doit faire des barres? Quel système de cavalier? Quel système d'attachement? Est-ce qu'il vaut mieux faire des boules ou des systèmes locators? Vraiment, les TP sont super bien foutus. Comment faire les PUI, etc., etc. Donc, je vous encourage vraiment à vous inscrire à cette formation. Même si vous venez de loin, ça vaut le coup de passer la journée avec eux. Et puis aussi là, quand même quelque chose qui existe depuis de nombreuses années, David Gerdel, membre de la Bioemulation, un fou furieux de l'esthétique, un maestro vraiment, bravo à David. Venez vous régaler avec lui, 8 jours de formation, vous ne vous ennuierez pas et en plus vous allez apprendre plein de choses. Et là aussi, c'est une formation qui est prise en charge et qui vous permettra de valider votre DPC. Formation Conbeam aussi sur une journée que vous allez retrouver partout en France et notamment les prochaines à Montpellier, à Nîmes et à Nantes. Et voilà, on est à la fin de cette émission. J'espère que la thématique vous a plu. Anna, merci de ta participation. Pas de rien. On se retrouve le mois prochain avec Danceply pour la présentation du système EV. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. info@generationimplant.com. Il ne me reste plus qu'à vous dire salut les petits clous, à très bientôt, bye bye.